Alors bonjour et merci de vous être inscrit à ce mini-webinaire intitulé La démarche du bilan cognitif ou bilan neuropsychologique, mieux comprendre cette activité réalisée par les psychologues neuropsychologues. Je suis Élodie Rémy, psychologue neuropsychologue, et ce mini-webinaire a été préparé en grande partie par Sarah Delepierre, psychologue Oui, neuropsychologue également, qui présentera cette thématique avec moi. bonjour. Merci d'être là. Alors. Dans ce mini-webinaire de vulgarisation, nous allons parler des moyens de mesure, les tests psychométriques, de normes, d'intelligence, de diagnostic différentiel. L'objet de ce webinaire est de démystifier ce travail technique et de mettre en relief les avantages et les limites de cet outil dans le champ complexe des sciences humaines. C'est quoi un test psychométrique? La psychométrie, c'est l'ensemble des techniques et méthodes de la mesure en psychologie. La mesure en psychologie peut relever de la capacité intellectuelle et de la disposition psychique. La psychométrie s'accompagne de la création d'outils d'évaluation qui permettent de mesurer une performance par le biais d'exercices pratiques. Attention, ces outils sont ouverts à des professionnels qui doivent justifier de leur diplôme pour pouvoir acheter et utiliser ces outils, puisque une formation est indispensable à la bonne utilisation des outils en contexte et surtout à l'interprétation des données. L'utilisation en elle-même des outils n'est pas compliquée, il y a toujours des manuels d'utilisation, mais ce qui est important, c'est quand, dans quelles circonstances j'utilise l'outil et surtout comment je vais interpréter les résultats. Et on va vous montrer que c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de variables à considérer autour de la passation des tests. Dans les tests psychométriques, on considère deux catégories. Les tests d'efficience qui vont mesurer les aptitudes et les capacités, et les tests dits de personnalité sous forme plus de tests projectifs, de tests objectifs ou de questionnaires. Le très connu Rorschach, par exemple, est un test projectif et donc un test de personnalité. Ah, alors, je m'excuse, mais mon ordinateur ne veut pas passer la diapo. On y va. Donc, en ce qui concerne les neuropsychologues, nous utilisons essentiellement des tests d'efficience. Donc, on va se concentrer sur ces tests d'efficience. Parmi les plus connus, les échelles de Wechsler, qui permettent d'évaluer le QI chez l'enfant et l'adulte. Est-ce que les échelles de Wechsler mesurent l'intelligence? Tous les neuropsychologues vous diront que non. Les échelles de Wechsler s'appuient sur une dizaine de tests qui évaluent des indices très spécifiques comme la compréhension verbale, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, le raisonnement, les habiletés visio-spatiales. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence? Ce n'est pas que ça. Bien sûr que non. Et qu'est-ce qu'il en est des capacités d'adaptation, de la cognition sociale? Le QI, quotient intellectuel, est une notion établie par des chercheurs dans le cadre de la mise en circulation de tests psychométriques. Elle est donc restrictive. Et c'est le cas de beaucoup d'outils. Je vous donne un autre exemple que je viens d'avoir là aujourd'hui. J'ai reçu aujourd'hui une demande d'un patient qui voulait tester un HPE. Le HPE, ce n'est pas, il n'y a pas eu de consensus scientifique autour de cette notion de haut potentiel émotionnel. Il n'existe donc pas de test psychométrique aujourd'hui pour évaluer ce type de profil. Un test psychométrique est soumis à beaucoup de contrôles avant d'être validé. Il doit être sensible, c'est-à-dire qu'il doit différencier les individus entre eux. Il doit être fidèle, c'est-à-dire qu'il doit donner le même résultat, quel que soit l'évaluateur et le moment de la passation. Et il doit être valide, c'est-à-dire qu'il doit mesurer réellement ce qu'il est censé mesurer et pas mesurer d'autres facteurs ou d'autres variables. À votre avis, est-ce que tout est mesurable? Bien sûr que non. On ne peut mesurer que des concepts ou des variables qui ont fait l'objet de recherches validées, à l'image du HPE que je viens de citer. Les outils psychométriques s'appuient sur ces modèles, et donc la mise en circulation d'un test psychométrique peut prendre plusieurs années entre le moment où on identifie un modèle théorique, où il est validé, et où on crée les outils psychométriques qui correspondent à ce champ d'étude. Je laisse maintenant la parole à Sarah. Oui. Donc, quand on évalue le profil cognitif des gens, souvent, c'est dans l'idée de vérifier s'ils vont s'adapter peut-être autant que la majorité, ce qu'on a tendance à appeler la norme, que moi j'aime bien appeler la majorité. Si dans une population donnée,
Par exemple, la majorité des gens se concentrent avec plaisir 1 heure et demie sur un film, ben, on va plutôt proposer des films d'1 heure et demie. Si la majorité, au bout d'1 heure, ils décrochent, on va avoir tendance à faire des films d'1 heure, etc. Donc l'idée d'avoir cette notion de norme, c'est d'imaginer que le monde, ben, il se fabrique, il propose, il demande des choses qu'on pourrait demander un peu à la majorité des gens. Parce que c'est ce qu'on appelle avoir un profil neurotypique. Quand on correspond plus ou moins à ce que la norme attend de nous, on fait partie de cette grande majorité, on est neurotypique et globalement, ben, on agit de manière attendue dans notre façon de communiquer, de se concentrer, d'apprendre, de percevoir, de gérer l'environnement. On, on est plutôt à la bonne place dans les repères sociaux, on a des comportements qui sont jugés adaptés, on regarde dans les yeux quand il faut, on décroche le regard quand il faut, on arrive à respecter le rythme scolaire, le rythme qu'on attend de nous au travail, etc. Quand on s'intéresse à cette démarche de bilan, c'est souvent qu'on cherche peut-être est-ce qu'il n'y a pas des petits points un peu plutôt neuro-atypiques cette fois, des choses qui sortiraient un peu de cette grande majorité? En tout cas, les gens qui sont orientés vers nous dans le cadre de FIMECO ou vers nous en général, les neuropsychologues, c'est des gens qui ont peut-être du mal à s'adapter, à correspondre tout à fait à ces exigences de la neurotypie, qui vont avoir peut-être comment dire, une manière plus particulière de percevoir, de traiter, d'exprimer leurs émotions. En tout cas, on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce qui va faire qu'on est neurotypique ou neuroatypique, parce qu'on est tous différents, qu'on soit neurotypique ou neuroatypique, c'est que cette différence, elle n'est pas juste petite, c'est-à-dire, je sais pas, de temps en temps, oublier mes clés, ou de temps en temps, un peu la tête en l'air, ou de temps en temps, un petit peu une écriture maladroite. C'est quelque chose qui est récurrent, qu'on peut mesurer avec ces fameux tests, ou en tout cas dans l'entretien avec les professionnels, et qui a un impact concret sur le quotidien, que ce soit positif ou négatif. Ou en tout cas, il y a un impact sur le quotidien qui est perceptible. Et quand ça devient un frein, quand cet impact, ben, il est plutôt négatif et qu'il a un frein sur les activités, qu'il empêche la personne d'atteindre ses objectifs, on peut parler de troubles. Des troubles qui sont assez connus, par exemple la dyslexie, le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme, il y en a d'autres, mais parmi les plus connus, peut-être, il y a ceux-là. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la norme, elle n'est pas neutre. J'ai pris ces petits poussins-là, mais entre guillemets, celui qui est tout blanc, là, au milieu des jaunes, bah, il paraît différent, il paraît neuroatypique. Mais imaginons dans un monde où la majorité serait blanche, bah, le poussin jaune serait peut-être celui qui est neuroatypique. Donc la norme, elle n'est pas neutre du tout. Elle est statistique, c'est-à-dire que pour mesurer cette majorité, eh ben, on fait des petites moyennes et on estime que ça, c'est la norme. Donc il y a beaucoup de statistiques derrière cette idée de norme. Il y a beaucoup de cultures aussi. Il y a des cultures où c'est plus ou moins vu d'être très ponctuel, plus ou moins vu de poser des questions personnelles, de regarder dans les yeux. Il y a des codes sociaux différents, etc. Donc il y a un biais culturel qui est quand même assez important dans cette norme. Par exemple, en Occident, on a des normes qui ne sont pas euh, le cas dans tous les pays du monde, tous les endroits du monde. Et puis c'est contextuel. Peut-être que quelqu'un qui est très adapté dans sa famille, très adapté dans son groupe d'amis, va l'être un peu moins dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'il va paraître original au contraire dans sa famille et pas du tout se sentir original quand il est à l'école, etc. Donc il y a aussi l'idée du contexte. Parce qu'il y a des choses qu'on va demander qui vont paraître être majoritaires dans le monde professionnel, par exemple, qui ne le sont pas dans d'autres contextes. Donc cette norme, il faut s'en méfier parce qu'elle n'est pas neutre. Elle a beaucoup de biais. Et donc, être hors norme, sortir de cette majorité, être un peu original parfois, ça ne veut pas spécialement dire être anormal, être inférieur ou que ce soit quelque chose qui a un aspect négatif. Ça veut juste dire qu'on fonctionne différemment que la majorité des gens. Donc, on peut se poser cette question là, à ce moment-là, bon, entre nous et nous, neuropsychologues, en tout cas, on se pose souvent cette question de est-ce que c'est vraiment préférable finalement d'être normal, d'être dans la norme? On connaît beaucoup de gens qui, de par leur originalité, du fait de sortir un peu de, de- de- de cette norme, de cette majorité, ont fait des belles découvertes, ont proposé des choses au monde aussi qui avaient lieu d'être. Donc, on peut questionner cette idée d'être normal. Bon, quand on fait une démarche de diagnostic de troubles cognitifs, quand on cherche à voir si justement
Je suis juste un peu différente parce que comme chaque individu, j'ai ma petite personnalité, j'ai mon fonctionnement, j'ai mon éducation, j'ai mes petites valeurs. Parce que vraiment, ben, j'ai un frein, j'ai un impact sur ma vie de tous les jours où vraiment, je me sens un petit peu sortir de cette majorité et j'ai besoin de creuser un petit peu. Ben, on va aller peut-être vers une démarche de diagnostic. Dans ces cas-là, on rencontre un ensemble de professionnels qui vont observer chez nous, qui vont relever chez nous bah, des petits signes cognitifs, comment on fonctionne d'un aspect cognitif, quel genre de comportement on a, est-ce qu'ils sont adaptés, est-ce qu'ils sont un peu moins adaptés, est-ce qu'on est par exemple très agité, ou plutôt calme, est-ce qu'on est plutôt extraverti, introverti, est-ce que émotionnellement aussi, il y a des choses à prendre en compte, est-ce qu'on est très anxieux, est-ce qu'on est très irritable, est-ce qu'on est très franc ou au contraire, est-ce qu'on est un peu plus réservé? Et d'un point de vue sensoriel aussi, on parle souvent de ça pour les personnes qui ont des traits autistiques, c'est qu'on peut avoir des troubles perceptifs, on peut être particulièrement sensible au bruit, on peut être particulièrement sensible aux textures, aux matières, c'est des choses aussi qui vont peut-être nous perturber dans notre fonctionnement au quotidien et en tout cas nous différencier de la norme typique. Quand on va vers une démarche de diagnostic, il faut éviter le facteur humain, la subjectivité. C'est vrai que même moi, hein, quand je rencontre des patients, que je commence à les connaître un peu bien, je peux aussi, ben, avec mon cerveau à moi, hein, qui n'est pas un robot, commencer à avoir des idées. La personne, elle se connaît bien aussi, donc elle a des idées. Sa famille a peut-être des idées sur elle. Bon, donc il faut essayer de ramener un petit peu d'objectivité là-dedans, hein. Et donc on a des références de diagnostic comme le DSM-5, la CIM-11. Bon. C'est des manuels qui nous aident quand même à limiter nos biais subjectifs et avoir un regard assez neutre quand même sur la personne et évaluer, rester dans notre position et faire les choses correctement. Donc, après, on peut être amené à faire des évaluations cliniques rigoureuses, et comme vous disait Elodie, ben, avec des tests, si possible, valides, fidèles et fiables. Et puis surtout, le plus important, souvent quand on est dans une démarche de diagnostic, c'est d'être plusieurs professionnels à rencontrer cette personne. Des orthophonistes, des psychomotriciens, bon, bah, des psychologues, des neuropsychologues, et surtout un médecin expert, qui est souvent un psychiatre ou un neurologue dans le cas de troubles cognitifs, parce qu'en France, seuls les médecins posent des diagnostics officiels. Ce sont les seuls qui ont le droit, la casquette de poser un diagnostic formel, en s'appuyant sur ce qui a été fait par les orthophonistes, les psychologues et les autres professionnels, mais c'est eux à la fin qui posent le diagnostic formel. À quoi ça sert une démarche de diagnostic? Ben, c'est surtout de préciser le profil de la personne et de la prendre en charge après de la meilleure manière possible. Pour vous expliquer un peu la démarche d'une évaluation cognitive, en tout cas comme on a l'habitude de la faire, nous, neuropsychologues, je me suis dit qu'on allait peut-être s'appuyer sur une étude de cas que j'ai un peu inventée de Monsieur Étourdi. Donc, on va le recevoir une première fois, comme ça dans un bilan, pour un premier entretien qu'on appelle l'anamnèse. L'objectif de cet entretien, c'est de recueillir des informations. D'où vient cette personne? Qu'est-ce que c'est son contexte actuel? Son parcours de vie? Bah, et puis, de quoi elle se plaint. Donc, par exemple, M. Étourdi, aujourd'hui, je le rencontre. Il vient me voir parce qu'il a des problèmes importants dans sa vie professionnelle. Et encore plus depuis qu'on a changé de poste récemment. Petit, c'était un enfant qui pouvait avoir des difficultés de concentration, surtout quand il y avait des contrôles, il pouvait oublier un petit peu tout ce qu'il avait appris. On disait qu'il était dans sa bulle, qu'il était timide, peu bavard. Il a déjà fait quelques petites crises d'angoisse, quelques petites insomnies. Il n'a pas de pathologie autre connue, ni trop d'antécédents familiaux connus. Bon, il a 38 ans, il vit en couple et il est père de 3 enfants. Il vient d'avoir un troisième enfant qui est tout petit. Qu'est-ce qu'il exprime comme plainte? Parce que ça va nous intéresser. Ben, il dit qu'il a beaucoup de soucis de concentration, qu'il oublie beaucoup de choses dans son travail, qu'il sent qu'il y a un impact sur sa productivité, puis il a le sentiment d'être saturé, d'être nerveux. Et puis son entourage, depuis peu quand même, il faut beaucoup remarquer qu'il a l'air agité, qu'il oublie plein de trucs, qu'il faut lui répéter, qu'il a l'air tendu, quoi, que c'est pas très confortable pour lui en ce moment. Une fois qu'on a bien reçu ce monsieur, et si on va vers une évaluation, du coup, on va avoir envie de lui faire passer ce fameux test. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer le plus possible dans l'objectivité ses fonctions cognitives. Du coup, on fait des bilans plutôt cognitifs. Donc, on va choisir les tests sur M. Tourdi en général, autour de la mémoire, de l'attention, du langage, etc.
L'idée, c'est de comparer les résultats qu'aura cette personne en fonction de cette fameuse norme pour voir s'il y a vraiment un décalage et du coup, un besoin en plus de s'adapter ou de faire des efforts supplémentaires. Et puis surtout, ce qui va compter énormément, c'est ce qu'on va observer aussi pendant tout ce temps passé avec ce monsieur. Est-ce qu'il a une posture adaptée? Est-ce qu'il a une attitude générale ou face à la tâche? Est-ce qu'il est plutôt motivé, plutôt impliqué? Est-ce qu'il évite un petit peu dès qu'il se sent en difficulté? Est-ce que quand il se sent en difficulté, il persévère ou il abandonne? Est-ce qu'il a des réactions émotionnelles particulières? Est-ce qu'il comprend les consignes seul? Est-ce qu'il faut lui réexpliquer? Est-ce qu'il a montré des signes de fatigue, de l'agitation, etc. Ça vient compléter et c'est presque essentiel de nuancer les résultats des tests purs avec toutes ces observations. C'est très, très riche. Donc, pour ce monsieur, par exemple, bah, comme on a eu un entretien avec lui, on a choisi des tests qui lui correspondent en fonction de son âge et des difficultés qu'il nous a exprimées. Sur les tests, du coup, qu'on a proposé à ce monsieur, par exemple, on voit qu'il a un bon fonctionnement global. Et il a vraiment un point fort aussi dans les capacités de langage et le raisonnement. On observe une plus grande fragilité, un petit déficit, par contre, effectivement, sur la concentration, la mémoire de travail, et puis une certaine lenteur parfois sur certaines activités, surtout quand c'est chronométré ou des choses comme ça. Et ce qu'on observe de son fonctionnement, ce qu'on peut regarder avec nos yeux, c'est qu'on voit bien que c'est peut-être des erreurs, plus stressé quand il est concentré, que quand il se sent échoué, eh ben, il perd encore plus ses moyens. Ça lui arrive aussi beaucoup de se dénigrer. Dès qu'il fait une bêtise, il fait ah, purée, j'ai peur. Et il peut avoir du mal à comprendre les consignes. Plutôt, on dirait qu'il les comprend et qu'il a besoin tout le temps de me demander de les reformuler au cas où il n'aurait pas compris quelque chose. Il a besoin d'être rassuré. OK. Une fois qu'on a fait ces séances de bilan et de tests, qu'on a bien tout observé, bah, l'objectif, c'est aussi d'analyser, d'interpréter, d'en faire quelque chose. Donc, le but, c'est de comprendre le fonctionnement global de cette personne, d'identifier ses forces, ses faiblesses, et puis de les mettre en relation avec ce qu'elle vit au quotidien. C'est de commencer à aiguiller un peu, est-ce que c'est du trouble cognitif, est-ce que c'est du trouble psychologique, est-ce que c'est du contexte, est-ce que c'est fonctionnel, etc. Bah, dans le cadre de M. Tourdy, du coup, on a vu, il a des forces dans le langage, dans le raisonnement, il a des petites fragilités en attention, mémoire de travail, une certaine lenteur, et surtout l'aspect émotionnel, il a l'air effectivement agité, effectivement anxieux, puis il vient de changer de poste, il y a eu l'arrivée de son troisième enfant, bon, il est peut-être un petit peu plus sollicité, un peu plus surchargé qu'avant. Ça marche pas. Et du coup, en attendant, vous voyez cette petite courbe de normalité. Bon, on s'est dit qu'à ce moment-là, on allait peut-être un peu vous tester, vous, sur quelques petites questions d'un petit quiz. Si vous êtes invité à y répondre si vous le souhaitez. Bon, normalement, ça apparaît sur votre écran. Alors, il est lancé là. Normalement, oui. Moi, je le vois. Donc, trois petites questions pour voilà, rafraîchir un petit peu tout ça et synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de vous dire. Doit-on questionner l'intelligence de notre sujet, donc de Monsieur Étourdi? Oui. Ou il serait imprudent de juger du niveau d'intelligence de notre sujet à partir des données que nous avons relevées. 2. Le sujet ne présentait pas les difficultés qu'il énonce dans l'enfance. Est-ce important? Non. Ou oui, c'est très important dans le cadre d'un diagnostic. Troisième question. Est-ce qu'on observera les mêmes difficultés chez le sujet, quel que soit l'endroit où il travaillera? Oui, non, ou oui et non. Une situation de handicap est situationnelle. Alors, on vous laisse quelques secondes pour tous répondre. Et je mets fin au quiz. Alors, doit-on questionner l'intelligence de notre sujet? Vous avez en majorité répondu qu'il serait imprudent de juger du niveau d'intelligence de notre sujet et vous avez parfaitement raison. Bravo. 2, le sujet ne présentait pas les difficultés qu'il énonce dans l'enfance. Est-ce important? Vous avez en majorité répondu que c'est très important dans le cadre de diagnostic, mais oui, dans beaucoup de diagnostics, le fait que les symptômes apparaissent ou pas dans l'enfance est crucial pour poser un diagnostic.
3, est-ce qu'on observera les mêmes difficultés chez le sujet, quel que soit l'endroit où il travaillera? Eh bien non, effectivement, comme vous l'avez compris. Tout va dépendre, oui et non en fait, tout va dépendre de la situation, du contexte de travail. Il se peut que sur un poste, on observe certaines difficultés et dans une autre entreprise, sur un poste similaire, avec une organisation différente, une ambiance différente, un collectif de travail différent, les difficultés ne se manifestent pas de la même manière. Alors, il m'embête mon ordinateur, il veut pas. Pardon. Ok. Et puis ce qui est important là, en soi pour Monsieur Tourdi, mais pour n'importe qui, c'est qu'il y a beaucoup de troubles qui partagent les mêmes symptômes. Il n'y a pas que, par exemple, dans le trouble de l'attention qu'on peut avoir des soucis de concentration. Il n'y a pas que dans la maladie d'Alzheimer qu'on peut avoir des soucis de mémoire. Donc, il faut être très précautionneux. Et c'est à ce moment-là de l'évaluation qu'on commence à réfléchir à si on ne peut pas exclure des causes possibles, éviter des erreurs, et c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Donc, on a plusieurs méthodes. Déjà, on va croiser les données. On a vu des entretiens, des observations et des tests. On va évaluer le contexte. Bon, bah, ce monsieur, il vient d'avoir un troisième enfant et puis il vient changer de poste. Et puis, il y a peut-être des facteurs émotionnels, des choses dans son environnement. Il faut vérifier absolument qu'il n'y ait aucune autre explication qui est plus cohérente que ceux sur lesquels on est parti pour le moment. L'idée, c'est de s'appuyer, encore une fois, sur les référentiels qu'on a, comme le DSM que je vous ai parlé tout à l'heure, pour limiter le plus possible notre subjectivité. Et je rappelle que ce travail est pluridisciplinaire. On a absolument besoin de plusieurs professionnels pour faire ce travail. Et encore une fois, c'est le médecin expert qui, à la fin, va véritablement trancher et, si c'est nécessaire, poser un diagnostic officiel. Du coup, je commence. Pour monsieur étourdi, par exemple, ben, on se rend compte que, on a dit, hein, les symptômes ne sont pas spécifiques à un seul trouble et que dans le cas de monsieur étourdi, ben, se sentir agité, avoir des difficultés à se concentrer, avoir peut-être du sommeil, etc. Ça peut aussi faire penser à un trouble anxieux. Ça pourrait aussi faire penser à un TDAH. Mais en même temps, quand on questionne Monsieur Étourdi, dans l'enfance, bah, les troubles d'attention qu'il pouvait avoir, c'était surtout dans des contextes anxieux. Donc on se pose la question. Encore une fois, on n'est pas le médecin expert, on n'a pas à trancher nous, à poser un diagnostic formel nous, mais il faut quand même qu'on puisse formuler des hypothèses et puis qu'on puisse répondre aux questions de ce monsieur Étourdi. Donc là, si on fait un diagnostic différentiel, effectivement, on peut penser à un trouble de l'attention, mais aussi, on peut aussi penser à un trouble anxieux généralisé, par exemple. Donc, c'est pas si facile que ça. C'est pas si clair que ça. On va restituer nos résultats quand même à Monsieur Tourdi. On ne va pas les garder pour nous. L'objectif de ce dernier entretien de restitution, bah, c'est d'expliquer les résultats à ce monsieur de façon le plus claire et le plus adaptée possible. On présente les conclusions de notre bilan, des conseils pratiques, des orientations vers d'autres professionnels si nécessaire. Et puis nous, on propose aussi des fois une prise en charge. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ce monsieur, lui, pour trouver des aides internes en lui, et puis comment on peut l'aider aussi à trouver des aides externes dans son travail, de par son employeur, la médecine du travail, etc. Donc là, par exemple, M. Tourdion fait le constat qu'effectivement, il a bien des difficultés d'attention et qui ont bien un impact sur sa vie. Il y a l'hypothèse peut-être du TDAH, de l'anxiété, d'autres facteurs comme la fatigue, le stress, le sommeil. Bon. Donc il y a des points à approfondir. Donc la recommandation, c'est peut-être de l'envoyer vers un psychiatre ou un psychologue pour traiter l'anxiété, de trouver des petites stratégies pour compenser son attention, des petites organisations de travail sur son nouveau poste, etc. Et nous, Filmecro particulièrement, on va faire des préconisations pour l'emploi de ce monsieur. Du coup, il lui dit, je te passe la main. Dans quelle mesure diagnostiquer les troubles cognitifs constitue un levier pour l'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi? L'utilisation de tests psychométriques validés permet d'objectiver des troubles cognitifs qui sont invisibles ou permet d'objectiver des plaintes. L'analyse qui va résulter de ce travail de bilan va permettre à mener à une meilleure compréhension du fonctionnement de la personne et donc de pouvoir identifier des points de fragilité, des difficultés, mais également des points d'appui, des ressources.
Puis bien évidemment, ces bilans permettent aussi l'accès à des dispositifs spécifiques, notamment la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, et les médecins du travail demandent très souvent que des bilans neuropsychologiques soient réalisés dans le cadre de demandes comme les reconnaissances en qualité de travailleur handicapé, d'aménagement pour la formation, mais aussi d'aménagement en entreprise, en facilitant notamment l'accès à des aides financières et ou à des aides humaines au financement d'aides humaines. Puis bien évidemment, de manière beaucoup plus large, réaliser cette démarche, en tout cas, permet d'adapter dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Ça aide à bâtir des parcours réalistes et sur mesure. Notamment, nous intervenons dans le cadre de FIMECO sur un dispositif de la l'AGFIP qui s'appelle les services d'appui spécifiques, où nous venons en appui à des prescripteurs comme France Travail, Cap Emploi, les missions locales, des employeurs privés et publics. Et nous collaborons avec tous ces acteurs pour adapter au maximum et sécuriser. Cette démarche permet aussi un meilleur maintien dans l'emploi, puisque en connaissant ses propres points forts et ses vulnérabilités, la personne peut adapter sa stratégie de travail en assimilant peut-être des outils, comme des outils numériques, des logiciels, peut-être en réorganisant ses temps de travail avec notamment des pauses, une planification plus élaborée. Identifier aussi des métiers ou des environnements plus compatibles avec le profil cognitif, parce qu'entre la vision idéale d'un métier et la réalité de son exercice, il peut y avoir un gap. L'entreprise peut également mettre en place des ajustements raisonnables pour éviter l'épuisement, les erreurs ou le stress chronique. Et effectivement, réaliser cette démarche, ce type de démarche peut permettre de réduire aussi les risques de désinsertion professionnelle. Sans diagnostic, on observe régulièrement des ruptures de contrat, des burn-out ou des exclusions injustes. Un bilan, un diagnostic contribue à éviter des années d'errance professionnelle en apportant un cadre clair. Par exemple, pour Monsieur étourdi ou Monsieur inquiet, finalement, il faut aller au bout de la démarche de diagnostic. On peut envisager de lui proposer des aides internes, notamment d'être accompagné par un neuropsychologue en remédiation cognitive afin qu'il se connaisse mieux, qu'il connaisse justement mieux ses points forts et ses points faibles, et qu'il développe de meilleures stratégies au quotidien face aux exigences professionnelles ou même aux exigences du quotidien. On peut travailler également sur la régulation émotionnelle, notamment avec les thérapies cognitives et comportementales. On peut apprendre aux patients à mieux reconnaître ses pensées, le lien avec ses émotions et l'activation de certains comportements. On peut travailler également en affirmation de soi, en permettant à monsieur étourdi de mieux exprimer ses besoins dans le cadre autant de sa vie privée que de sa vie professionnelle. Et puis bien sûr des techniques de relaxation pour pouvoir prévenir, anticiper au maximum sur les situations anxiogènes. Et puis, on peut envisager des aides externes comme adapter, par exemple, vraiment le poste de travail, un bureau isolé, permettre le port d'un casque anti-bruit. On peut aussi travailler sur une meilleure planification qui permet aussi de soulager Monsieur étourdi, d'éviter aussi les oublis, d'éviter le stress avec des plannings visuels, des rappels de tâches avec des alarmes, avec des agendas numériques. Découper aussi les tâches longues en sous-objectifs. L'intérêt, c'est pour pouvoir aussi intercaler des temps de pause fréquents et courts. Et puis, l'intérêt aussi de découper les tâches longues en sous-objectifs, c'est de pouvoir faire des feedbacks réguliers sur l'activité et positifs, d'être capable de se dire, là, jusqu'ici, check, c'est bien, d'être dans un sentiment de maîtrise et de réduire du coup l'anxiété. Et bien évidemment, il va y avoir tout le travail qu'on peut faire autour du collectif de travail en le sensibilisant, peut-être en mettant en place du tutorat et en accompagnant aussi l'entreprise dans une meilleure inclusion de ce travailleur. Nous sommes arrivés au bout de notre mini-webinaire et nous sommes à l'heure. Oui. Donc, tous les mini-webinaires sont enregistrés et partagés sur notre page YouTube. Vous pouvez y accéder via notre site internet fimeco13
N'hésitez pas à soutenir l'association pour qu'on puisse développer encore nos actions et surtout nos actions solidaires. Et puis si vous avez des questions suite à ce mini-webinaire, vous pouvez nous les poser à l'adresse contact@fimeco13.fr. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Oui, très intéressant, en très peu de temps, merci. C'est toujours le challenge des webinaires. Merci beaucoup. Bon Merci pour après-midi, votre bonne fin de semaine. participation. Merci Sarah pour ton travail. Merci Lucie aussi. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir et merci. Au Au revoir. revoir. Merci à vous. Au revoir, merci.